La Bentley noire roulait au pas, glissant entre les buildings de verre du centre-ville comme un insecte luxueux. Andrew Whitmore, 6 ans, costume bleu marine taillé sur mesure, se tenait droit, silencieux, le regard rivé à la vitre. À côté de lui, son père, William Whitmore, un magnate de l'immobilier, costume gris anthracite, impeccable, téléphone dans une main, montre suisse à l'autre, respirait le pouvoir. Il sortait d'un gala privé organisé dans une galerie suspendue, un événement où les fortunes se toisent entre 2 discours sur la charité. William y avait parlé de philanthropie avec des mots creux et un sourire de façade. Andrew, lui, avait écouté sans rien dire. Comme toujours, il savait se tenir. C'était ce qu'on lui avait appris. Mais à la sortie, en descendant les marches vers la 6e avenue, quelque chose changea. Une tension soudaine dans son bras, une pression sur ses doigts. William fronça les sourcils et baissa les yeux vers son fils. « Qu'est-ce qu'il y a, Andrew ?» demanda-t-il, agacé. Andrew ne répondit pas. Il regardait droit devant lui, immobile, et puis il parla, une voix faible comme si elle s'échappait de très loin. « Papa, c'est mon frère. » William haussa un sourcil. Il suivit le regard de son fils. Sur le trottoir opposé, accroupi contre un mur sale, près d'une bouche d'égout, un garçon d'à peine 8 ans était assis. Il était pieds nus, torse nu, couvert de crasse, les côtes saillantes, les mains serrant un morceau de carton où l'on lisait en lettres tremblantes « À manger ». Le regard du garçon était noir, profond, affamé. William secoua la tête. « Tu fais erreur, tu n'as jamais eu de frère. » Mais Andrew ne bougea pas. Il parlait à voix basse, comme en transe. « Si, il s'appelle Malik. Il me donnait à manger quand on était petit, dans l'endroit avec les barreaux aux fenêtres. Il chantait quand j'avais peur. » William recula d'un pas, comme si les mots de son fils lui donnèrent le vertige. « Ce n'est pas possible, souffla-t-il. » Mais Andrew avait déjà lâché sa main. Il traversait la rue. Chaque pas claquait contre l'asphalte comme un écho dans sa poitrine. Le garçon assis leva lentement les yeux. Ils se reconnurent immédiatement. Aucun doute, aucune hésitation. Le sang ne ment pas toujours. Et sous les néons froids de la ville, le fils du milliardaire s'arrêta devant l'enfant des égouts et murmura « Malik ». Malik ne bougea pas. Pas tout de suite. Son regard fixait Andrew comme on fixe un fantôme. Il tremblait légèrement, peut-être à cause du froid, peut-être à cause de la faim, ou peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un venait vers lui, sans détourner les yeux. « But, Andy !» La voix de Malik était rauque, abîmée. Elle semblait appartenir à un enfant trop vieux pour son âge. Mais Andrew, lui, souriait déjà à travers les larmes. Il s'élança d'un coup, sans réfléchir, et passa ses petits bras autour du cou maigre du garçon. Au début, Malik ne bougea pas. Puis, lentement, presque avec peur, il leva un bras et le posa dans le dos d'Andrew, comme s'il vérifiait qu'il ne rêvait pas. Son autre main tenait encore la pancarte. De l'autre côté de la rue, William restait figé. Il regardait les 2 enfants sans comprendre, sans bouger, l'évidence le frappant de plus en plus fort. Et les souvenirs, qu'il croyait définitivement effacés, lui revenaient. L'adoption, le dossier simplifié, les photos retouchées, on leur avait dit « abandonné ». Aucun lien familial, aucun frère, rien d'autre. Mais là, dans cette rue, ce n'était pas une hallucination. C'était une vérité qui venait frapper à leur porte. Une vérité que même un enfant de 6 ans n'avait jamais oubliée. William traversa lentement la rue. Autour, des passants s'étaient arrêtés. Certains filmaient, d'autres regardaient en silence, sans oser intervenir. Quand il arriva à leur hauteur, Malik recula légèrement, les bras toujours enroulés autour d'Andrew. Ses yeux rencontraient ceux de William et il n'avait aucune peur, juste une profonde fatigue, une ancienne blessure. « Vous vous connaissez ?» demanda William d'une voix étonnamment calme. Malik hocha lentement la tête. « Je lui donnais ma bouillie quand les dames nous oubliaient, je lui racontais des histoires. Il n'aimait pas parler, mais il s'endormait à côté de moi. Il avait un petit doudou jaune. » Le silence tomba. « Pourquoi es-tu ici ?» souffla William, la gorge sèche. Malik baissa les yeux. « Ils ne m'ont pas pris. Ils ont dit que j'étais malade, que j'avais des problèmes de respiration, que personne ne voudrait de moi. Il ne pleura pas, il ne supplia pas. Il tenait juste Andrew comme s'il voulait le recoller à sa propre poitrine. Et William comprit alors, son fils n'avait pas retrouvé un inconnu dans la rue. Il avait retrouvé la moitié manquante de son passé. Ce soir-là, l'appartement des Whitmore était plongé dans un silence anormal. William se tenait seul dans son bureau, les volets mi-clos filtrant la lumière des gratte-ciel. Il n'arrivait pas à détacher ses yeux de la photo sur son téléphone. Une image tremblante, prise quelques heures plus tôt. Andrew, blotti contre Malik, un garçon aux yeux vides mais aux bras solides, comme s'il avait passé sa vie à porter un monde trop lourd pour lui. Sur la moquette, Andrew dormait à même le sol, enroulé dans une couverture.
Il refusait de monter dans sa chambre. Il avait murmuré « Je reste là au cas où Malik revient. Je veux pas le perdre encore. » Ces mots-là avaient brisé quelque chose chez William. Un mur qu'il croyait infranchissable. À minuit passé, il appela son assistant personnel. Sa voix n'avait plus la froideur d'un PDG. Elle tremblait. « Je veux tous les dossiers d'adoption. L'orphelinat, les anciens rapports, l'agence privée, je veux tout. Et vite !» Le lendemain, les premiers documents arrivèrent. Et ce fut comme ouvrir une tombe. 2 noms, 2 numéros d'enregistrement, 2 enfants admis la même semaine, même poids, même taille, même pouponnière. Andrew, Malik, et une ligne rouge, rageuse, qui barrait le nom de Malik. Jugé inapte à l'adoption, dossier à fermer. Aucune justification, aucune note médicale officielle. Juste cette phrase, et avec elle, 5 années de silence. William sentit sa main trembler. Un homme de pouvoir, bouleversé par un simple trait de stylo rouge. Il comprit que tout ce qu'ils avaient cru contrôler était un mensonge poli. Une décision arbitraire avait effacé un frère. Et dehors, quelque part dans la ville, ce frère dormait sur du béton. Il n'hésita pas. Il enfila un manteau et quitta l'appartement en silence. Quand il arriva à la même rue que la veille, son cœur battait fort. Il craignait ce qu'il allait voir. Mais Malik était là, exactement à la même place. Il n'avait pas bougé. Sauf qu'il ne dormait pas. Il attendait, comme s'il savait qu'on finirait par revenir. Quand il vit William, ses yeux se levèrent, fatigués mais sans haine. William s'agenouilla lentement. « Malik, tu veux venir à la maison ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Pourquoi maintenant ?» demanda simplement l'enfant. William inspira. « Parce que je n'ai pas vu ce qu'il fallait voir, et parce que mon fils ne t'a jamais oublié. » Malik n'a pas tout de suite dit oui. Il n'a pas couru dans les bras de William. Il s'est juste redressé doucement, les épaules encore tremblantes sous la crasse, et il a regardé autour de lui comme pour vérifier que c'était réel. Qu'il ne rêvait pas. Quand il est monté dans la voiture, les sièges en cuir beige semblaient être trop propres pour lui. Il n'osait pas s'y appuyer. Il gardait les yeux fixés sur la fenêtre, comme s'il avait peur qu'on le redépose là où on l'avait trouvé. William conduisait en silence. Chaque feu rouge était une punition. Chaque minute, sans un mot, un rappel de ses erreurs. À l'appartement, Andrew bondit de sa couverture et se jeta littéralement sur son frère dès qu'il franchit la porte. Il cria, il pleura, il riait en même temps. « T'es là, je t'avais dit que papa reviendrait. » Clara Whitmore, rentrée d'un voyage d'affaires à Londres, découvrit la scène quelques heures plus tard. Elle s'était préparée à des urgences, à des caprices. Pas à ça. Pas à un enfant étranger dans son salon, serré contre son fils, comme un morceau oublié d'un passé qu'on lui avait vendu comme effacé. « William, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, glaciale. Mais elle se tut bien vite quand elle vit les yeux d'Andrew, larmes mêlées de joie et de peur. Et Malik, droit, fatigué, mais digne. Il ne suppliait pas, il ne s'excusait pas. William lui tendit les résultats. Test ADN négatif. Mais un autre document valait plus que toutes les preuves génétiques, la photo d'eux, à l'orphelinat. 2 enfants recroquevillés l'un contre l'autre sur un vieux matelas. Même regard, même solitude. Et au dos de la photo, griffonné d'une main hésitante, Andrew dort seulement quand Malik est là. Clara eut un frisson. Quelque chose se fissura en elle. L'image était trop forte. Le lendemain matin, elle sortit dans la rue où il l'avait trouvé. Malik y était encore. Il s'y était assis de nouveau, par habitude. Comme s'il ne croyait pas mériter autre chose. Cette fois, elle s'agenouilla à sa hauteur. Son tailleur crème frôla la poussière. « Malik, je ne peux pas réparer les 5 années perdues, mais si tu veux, tu peux venir chez nous. Tu peux rentrer à la maison. » Il la regarda longtemps. Puis il dit seulement « Mais je n'ai pas de costume. » Clara sentit un poids remonter dans sa gorge. « Tu n'as pas besoin de costume, juste d'un lit, d'un prénom et de ton frère. » 3 mois ont passé. Le nom de Malik Whitmore figure désormais sur la porte de la chambre voisine de celle d'Andrew. C'est William qui l'a fait graver lui-même sur une plaque en laiton. Une plaque comme pour dire « Tu n'es plus de passage. Tu es là. Tu es à ta place. » Chaque matin, Andrew se lève plus tôt. Il attend Malik dans le couloir et lui prend la main, comme avant. Comme dans l'orphelinat, sauf qu'ici, les murs sont blancs, les draps propres et les nuits sans cri. Malik peine encore à lire, mais il compte plus vite que les autres. Son professeur particulier dit qu'il a une mémoire visuelle exceptionnelle. Mais ce n'est pas ça qui impressionne le plus William. Ce qui le bouleverse, c'est que son fils cadet rit. Un rire qui vient du ventre. Un rire d'enfant, de ceux qu'on n'arrache pas avec des jouets ou des mots, mais qui jaillissent d'un endroit qu'on croyait mort. Et ce rire, c'est Malik qui l'a réveillé. Clara, elle, a changé. Elle qui pensait que l'élégance était dans la perfection, comprend désormais que la vraie noblesse, c'est de reconnaître ses erreurs.
Elle a organisé une conférence de presse, non pour redorer leur image, mais pour dire la vérité. Nous pensions offrir une vie à un enfant seul, mais nous ne savions pas qu'il n'était jamais seul. Il avait déjà un frère, et on nous l'a caché. Silence dans la salle. Clara poursuit, la main posée sur l'épaule de Malik, qui se tient à côté d'elle en costume simple, le regard droit. Aujourd'hui, il est chez lui. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que nous avons enfin compris ce qu'il valait vraiment. Des larmes, des flashs. Et pour la première fois, Malik ne baisse pas les yeux. À la maison, un cadre s'est ajouté sur le mur de photos de famille. On y voit 2 petits garçons, blottis l'un contre l'autre sur un canapé. Andrew sourit, les yeux mi-clos. Malik le regarde avec tendresse. Et juste en dessous, Clara a glissé, dans un petit cadre doré, une copie plastifiée de l'ancienne pancarte de carton. Celle où il avait écrit « À manger ». Sous la pancarte, en lettres dorées, on peut lire « Tu as demandé de la nourriture, tu as donné de l'amour, et aujourd'hui, vous avez tout, tous les deux. » Car certains enfants sont perdus, et d'autres se retrouvent, par la force d'un mot, d'un regard, ou d'un simple souvenir que même la misère n'a pas pu effacer. Andrew n'a pas seulement retrouvé un garçon dans la rue, il a retrouvé la moitié de son âme, un frère, pour toujours.